Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire complexe, vraiment tourmentée des conflits dans l'Est de la RDC. On va s'appuyer sur des analyses assez récentes et aussi une étude historique de fond. Oui, bonjour. Notre objectif, c'est de décrypter un peu les racines de cette instabilité qui dure depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en fait. D'accord? On va regarder comment la gestion des ressources, les jeux politiques, surtout sous Mobutu, ont façonné la situation qu'on connaît. Et un point qui revient toujours, c'est que l'exploitation des ressources naturelles, avant c'était le caoutchouc, l'ivoire, puis l'or, les diamants et maintenant les fameux minerais. Le coltan, le cobalt. Exactement. Ça n'est pas nouveau. Et ça a toujours alimenté la violence, financé des groupes armés, et ça depuis 1960. Les toutes premières années, la 60-65, c'est décrit comme une sorte d'avertissement, hein. Le pays bascule direct dans la guerre civile. Oui, c'est ça. Une lutte entre nationalistes, modérés, et puis aussi ce qu'on appelle les forces tribalistes. Tout à fait. Et c'est un point clé parce que vous avez des régions très riches comme le Katanga ou le Sud Kasaï qui font sécession. Ah oui? Et elles reçoivent de l'aide extérieure, évidemment intéressées par les minerais. L'armée nationale, elle vient de naître, elle est inefficace, divisée, Donc chaos économique aussi, j'imagine? complètement. L'économie s'effondre et ça ne fait qu'attiser les tensions identitaires, le tribalisme. C'est là qu'arrive Mobutu Sese en 1965. Et curieusement, sa première décennie, jusque vers 74, on la présente parfois comme une tentative de construire un État, non? Oui, c'est un peu le paradoxe. Il essaie de centraliser le pouvoir, de réduire l'autonomie des provinces, il met en place une administration, il crée le parti unique, le MPR. Le mouvement populaire de la Révolution, Voilà. L'idée, c'est d'unifier les élites, militaires, politiciens, intellectuels. Et il nationalise l'union minière qui devient la Gécamine. Donc il prend le contrôle du cuivre, du cobalt. et il y a quand même eu des progrès, on dit, en éducation, santé primaire. Oui, il y a eu des progrès notables au début. Et puis des lois intéressantes aussi. Ah oui? Lesquels? En 72, une loi sur la citoyenneté assez inclusive qui intègre par exemple les Banyarwanda dans l'Est. Ces populations rwandophones présentes depuis longtemps. Exactement. Et en 73, une loi foncière qui nationalise toutes les terres. Certains y voient une tentative de marginaliser les chefs traditionnels et les logiques d'exclusion. Mais ce vernis modernisateur, il craque vite, c'est ça, hein? Très vite. Dès 1974, c'est la crise économique. Le prix du cuivre chute, choc pétrolier, mauvaise gestion, le PIB par habitant s'effondre. Un vrai tournant. Oui, ça montre la fragilité de cette construction. Et alors comment Mobutu réagit pour garder le contrôle face à ça? Ah ben là, il change complètement son fusil d'épaule. Fini l'unité de façade. Il passe à ce que les analystes appellent des réseaux de pénétration ethnocentralisatrices. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il favorise son propre groupe ethnique, les Ngbandi de l'Équateur, pour les postes clés. Il multiplie les réseaux clientélistes, mais cette fois verticaux, basés sur l'ethnie, la région. Il rejoue la carte tribale, en somme. Exactement. Il l'a réintroduit au cœur de l'État pour survivre politiquement. Et comment il finance ça? Hein? Par le pillage. Ah oui? La Gécamines, la Banque centrale, tout y passe. Et en parallèle, il affaiblit l'armée régulière, les FAZ, sauf sa garde présidentielle, bien sûr. Donc on a cette stratégie de division, plus la crise économique qui continue. Ça donne un cocktail explosif pour les années 80 et 90? Tout à fait. La crise s'aggrave. Le FMI, la Banque mondiale imposent des ajustements structurels qui ne marchent pas. La guerre froide se termine, donc l'aide occidentale s'arrête. L'État s'effondre, quoi. Il se désintègre littéralement. L'économie devient souterraine, criminalisée, la contrebande de minerais explose, et les élites locales, elles, cherchent à se créer leur propre fief. D'où la remontée des tensions ethno-régionales. Précisément. Et la question originaire contre non-originaire devient brûlante, surtout dans les Kivu, dans l'Est. Avec la révocation de la citoyenneté des Banyarwanda en 82, ça met le feu aux poudres. Violence intercommunautaire. Et la chute de Mobutu en 97, ça n'a pas calmé le jeu, au contraire même. Ah non, ça ouvre une nouvelle boîte de Pandore. La première guerre, menée par Laurent Kabila avec l'aide du Rwanda et de l'Ouganda, Oui. est suivie d'une rupture avec ses mêmes alliés, et ça déclenche la deuxième guerre du Congo. Encore plus terrible, une dizaine de pays impliqués, une multitude de groupes rebelles congolais, le RCD, le MLC. Souvent sur des bases ethniques et financés par les mines. Encore et toujours. C'est ça, le pillage des ressources comme moteur de guerre. Et même après les accords de paix de 2003, la transition, intégrer toutes ces factions armées et leurs réseaux, ça reste un casse-tête. Extrêmement complexe, oui.
Parce que leurs loyautés sont souvent locales, régionales, parfois liées à des intérêts transfrontaliers, toujours nourris par cette économie de guerre. Ce qu'on voit à travers tout ça, c'est une constante assez tragique, hein. Cette interaction terrible entre la richesse du sous-sol, un État central faible, souvent prédateur lui-même, les ingérences extérieures, et puis la manipulation des identités pour le pouvoir. C'est exactement ça. Et le défi fondamental, il est toujours là. Comment on construit une vraie intégration politique, économique, face à ces forces qui tirent tout le temps vers l'extérieur, vers le local, et qui sont si ancrées dans l'histoire et dans l'économie du pays. Hmm. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être pour nos auditeurs. Vu l'échec apparent des modèles classiques de reconstruction de l'État, vu la profondeur de ces dynamiques de fragmentation, est-ce qu'il n'y aurait pas de nouvelles approches à imaginer, de nouvelles voies pour tisser enfin une unité, une stabilité durable au Congo? C'est une question ouverte, bien sûr. Merci de nous avoir